Affaires ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba. Venez s'il vous plaît. M. Alpha Amadou Baldé. M. Marcel Guilavogui. Venez tous. M. Claude Pivi. M. Moussa Kiegboro Kamara. M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo. M. Aboubakar Diakité Di Toumba. M. Blaise Goumou. M. Moussa Dadis Kamara. M. Mamadou Aliou Keita. M. Alpha Amadou Baldé. M. Abdoulaye Chérif Gabi. M. Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils, M. Ouri Baylouba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres. Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis des événements du 28 septembre, AVIPA. À l'audience précédente, cette affaire avait été mise en délibéré pour décision être rendue à l'audience d'aujourd'hui. Le tribunal a effectivement délibéré et voici la teneur de sa décision. Le tribunal, par ordonnance numéro 007/17, en date du 29 décembre 2017 du pool des juges d'instruction, les accusés C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Moussa Kiegboro Kamara, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Aboubakar Diakité Di Toumba, Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, Mamadouba Kamara Di Toto, Mamadou Aliou Keita, Abdoulaye Chérif Gabi et Sambarou Diamankan ont été renvoyés devant le tribunal criminel de ce siège pour des faits de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité, faits prévus et punis par les dispositions des articles 207, 208, 268, 514, 510, 373, 381, 239, 658, 232, 338, 298, 267, 271 et 19 du Code pénal, 1, 2, 17 et 22 de la loi L/96/008/ du 22 juillet 1996. À l'audience du 4 octobre 2022, les conseils des accusés ont soulevé les exceptions et incidents tendant à la mise hors de cause et en liberté de Blaise Goumou, au motif que son patronyme est différent de Guémou, qui est mentionné dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. La nullité des exploits de citation à comparaître, en arguant que les délais de comparution n'ont pas été respectés et qu'ils ne comportent pas toutes les mentions prescrites par la loi. À cet effet, ils ont invoqué les articles 656 et suivants du Code de procédure pénale. La nullité de l'ordonnance de renvoi pour incompétence du pool des juges d'instruction, non prévue par le Code de procédure pénale en vigueur à l'époque. Déclarer arbitraire la détention des accusés au motif que certains d'entre eux, notamment Moussa Dadis Kamara, ont été placés en détention par le ministère public sans titre de détention, par un simple courrier, et d'autres, dont Aboubakar Diakité Di Toumba, en détention depuis des années sans renouvellement du mandat de dépôt. Ils sollicitent à cet effet leur mise en liberté ou tout au moins la mise en résidence surveillée de Moussa Dadis Kamara et l'évacuation sanitaire de Aboubakar Diakité Di Toumba. L'irrecevabilité de la constitution de partie civile
de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, de l'Association des parents et amis des victimes des événements du 28 septembre 2009, AVIPA, et de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, au motif que les unes, dont l'AVIPA, n'ont pas d'agrément et d'autres ne se sont pas constituées partie civile pour des victimes identifiées et identifiables. La nullité des certificats et rapports médicaux en arguant qu'ils ont été établis frauduleusement, sans débat contradictoire. À réplique, le ministère public et les conseils des personnes se prétendant victimes sollicitent le rejet de ces exceptions et incidents en soutenant que l'écrit adressé par le procureur de la République au régisseur de la maison centrale de Conakry est une correspondance administrative d'information datée du 23 septembre 2022, qui n'a fait qu'aviser ce dernier à recevoir les accusés qui devaient et qui se sont constitués prisonniers la veille de l'audience, conformément à l'article 252 du Code de procédure pénale. Le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement au sens de l'article 288, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Ils invoquent par ailleurs l'article 238 du même Code pour soutenir que la carence du pool des juges d'instruction invoqué par la défense ne pouvait entraîner que des poursuites disciplinaires à l'égard de celui-ci. La nullité des citations invoquées par la défense est dilatoire, sans fondement en ce sens que conformément aux articles 656 et suivants du Code de procédure pénale, ces actes sont accomplis à la requête du procureur de la République par un huissier qui en a la qualité dans les délais légaux et les accusés ont comparu à l'audience. La constitution de partie civile de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, de l'Association des parents et amis des victimes, AVIPA, et de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, est régulière, bien fondée et justifiée par des pièces produites au débat. Discussion sur la mise hors de cause et en liberté de Blaise Goumou. Le Conseil de Blaise Goumou sollicite sa mise hors de cause et en liberté au motif que son patronyme est différent de Guémou, mentionné dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. Cependant, au regard du préambule et des motifs de l'ordonnance de renvoi, ainsi que du constat des autres éléments de son identité avant et après l'ouverture de l'audience, il s'agit de la même personne. Ainsi, il s'agit d'une erreur qui ne saurait changer l'identité de l'accusé. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur la nullité de l'ordonnance de renvoi, les accusés sollicitent du tribunal de ce siège l'annulation de l'ordonnance de renvoi au motif que le pool des juges d'instruction qu'il avait prise n'était pas prévu par le Code de procédure pénale de l'époque. L'article 396 du Code de procédure pénale dispose: l'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. La demande à nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants. 1. Pour cause d'incompétence. 2. Si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi. 3. Si le ministère public n'a pas été entendu. 4. Si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi. 5. Si les délais de procédure n'ont pas été respectés. Il ressort de cet article que le seul recours contre l'ordonnance de renvoi est l'appel, qui n'est recevable qu'après le jugement sur le fond. Ainsi, la juridiction d'instance ne saurait se prononcer sur cette demande. Dès lors, il convient de renvoyer les accusés à mieux se pourvoir. Sur la nullité des exploits de citation, l'article 659 du Code de procédure pénale dispose: si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables. 1. Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal. 2. Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 460. Il ressort de ce texte
que la seule demande qu'un accusé comparant peut formuler devant la juridiction de jugement est le renvoi à une audience ultérieure. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité des exploits de citation servis aux accusés. Sur la nullité des certificats et rapports médicaux, certains conseils des accusés soutiennent que les certificats et rapports médicaux ont été établis frauduleusement, sans débat contradictoire. Ils sollicitent à cet effet qu'ils soient déclarés nuls. Cependant, ces documents visent à attester les faits poursuivis. À ce titre, le tribunal ne saurait les apprécier à ce stade de la procédure. Il est donc inopportun de se prononcer sur les dites pièces à cette phase du procès. Sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'OGDH, AVIPA, FIDH, au terme de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1er ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles, afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil, si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. Et l'article 486 du même Code dispose « Toute personne qui, conformément à l'article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Au regard de ces dispositions portant sur l'appréciation de la question même de dommages sur les personnes et leurs biens, cette demande touche aux faits soumis au tribunal. Dès lors, il est inopportun de se prononcer sur cette demande à cette phase du procès. Sur la demande de mise en liberté, mise en résidence surveillée et d'évacuation sanitaire, il est sollicité du tribunal de ce siège la mise en liberté des accusés ou tout au moins la mise en résidence surveillée de Moussa Dadis Camara et l'évacuation sanitaire de Aboubakar Diakité Di Toumba, au motif que leur détention est arbitraire parce qu'elle est sans titre pour certains et mandat de dépôt caduc pour d'autres. Cependant, au regard du dernier alinéa de l'article 244 du Code de procédure pénale, la mesure de résidence surveillée n'est applicable qu'aux détenus étrangers. Aussi, Aboubakar Diakité Di Toumba n'a soumis au débat aucune pièce médicale pour appuyer sa demande d'évacuation sanitaire. De même, l'article 288, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose « Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. » Et l'article 252, alinéa 1 du même Code dispose « L'accusé qui a été mis en liberté ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. » Il ressort de ces dispositions légales qu'il est tout à fait normal que les accusés en détention depuis la phase de l'information et ceux ayant intégré la maison d'arrêt la veille de l'audience comparaissent devant la juridiction en état de prisonnier. Il convient alors de rejeter les demandes tendant mise en résidence surveillée et d'évacuation sanitaire fondées sur les moyens invoqués. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant dire droit, en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré,
rejette la demande tendant à la mise hors de cause et à la liberté de Blaise Gomo, renvoie les accusés à mieux se pourvoir en ce qui concerne l'ordonnance de renvoi, rejette la demande de nullité des certificats et rapports médicaux, rejette la demande tendant à la mise en liberté des accusés de mise en résidence surveillée de Moussa Dadis Camara et d'évacuation sanitaire de Aboubakar Diakité dit Toumba. Juge inopportun de se prononcer sur la demande tendant à déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, de l'Association des parents et amis des victimes du 28 septembre 2009, AVIPA, et de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Juge également inopportun de se prononcer sur la demande tendant à annuler les certificats et rapports médicaux. En conséquence, ordonne l'ouverture des débats au fond, réserve les dépens. Telle est la décision du tribunal sur les exceptions et incidents qui avaient été soulevés par les conseils des accusés. L'audience est suspendue pour quelques instants. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Moussa Kiegoro Camara, veuillez vous décoiffer. Il vient de déposer devant vous. Oui. Il voudrait dire qu'il se constitue partie civile, alors que tout le monde sait dans cette salle qu'il est constitué dans ce dossier. C'est pas possible. C'est mieux qu'il est constitué comme avocat des victimes. C'est qu'il reprenne les actes qu'il vient de vous déposer, Monsieur le Président. Apprécier, maître. C'est au tribunal d'apprécier. On s'en remet à votre sagesse. Voilà. Deuxièmement, Monsieur le Président. Les pièces qui viennent d'être déposées, le tribunal n'a même pas pris soin de les lire encore. Il appréciera. Ouais, il parle de constitution de partie civile. C'est lui qui parle de constitution, mais le tribunal appréciera. C'est lui qui le dit. Monsieur le Président, il y a une deuxième chose, avant que mon client ne prenne la parole. Allez-y. Je vous ai indiqué la dernière fois, peut-être ça a dû échapper à l'attention du tribunal, qu'il y a le courrier numéro 802 du 23 novembre 2021 portant transmission du dossier du 28 septembre. Le courrier de Monsieur le procureur du tribunal de première instance, près le tribunal de première instance de Dixine, adressé au parquet général, transmettant ce dossier-là. Nous avons indiqué qu'il y avait dans ce courrier de transmission 8 CD. On a indiqué qu'il y avait 8 CD et 36 cassettes audio. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Non, Monsieur le Président, je voudrais que vous regardiez le document que vous avez. Parce qu'en parlant, il faut que vous puissiez savoir ce que je suis en train de dire. Je veux demander la communication des pièces. La communication qui a été faite est une communication incomplète. L'accusé qui est devant vous ne sait pas ces supports-là ont été établis à quel moment de la procédure. Il n'a jamais été informé de l'existence dans ce dossier de 8 CD et de 36 cassettes. C'est ici qu'on apprend ça, Monsieur le Président. Vous pouvez vous calmer, maître? Vous pouvez vous calmer pour qu'on se comprenne? Je suis très calme. Vous n'êtes pas calme, hein? Il faut qu'on se comprenne. S'il vous plaît, calmez-vous, il faut qu'on se comprenne. Oui. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Nous voulons la communication de ces CD et de ces cassettes. Ces CD et ces cassettes sont où? Mais ces CD et ces cassettes sont visés dans le courrier que le procureur ici présent a transmis, a adressé au procureur général. Est-ce que c'est un scellé? Ce n'est pas des scellés, c'est le procureur qui les qualifie de scellés. Nous considérons que ce sont des pièces du dossier. Maître, s'il y a des pièces du dossier que vous voulez, demandez ces pièces au tribunal. C'est simple.
Le tribunal, au moment venu, le tribunal va vous donner ces pièces. Je sais que le tribunal, s'il vous plaît, c'est pourquoi je vous dis de vous calmer pour qu'on se comprenne. Mais je parle, vous parlez, on ne pourra pas se comprendre. Laissez-moi finir. Vous avez fait une demande. Le tribunal voulait savoir ce que vous voulez. Vous avez dit qu'il y a des CD et des cassettes. C'est ça. Voilà, donc laissez le tribunal répondre. Mais si le tribunal parle au même moment que vous, on ne pourra pas se comprendre. Il y a des cassettes qui sont versées au dossier. Ces cassettes-là, en ce moment, on est en train de travailler sur ces cassettes. Voilà. Pour les reconvertir, parce que c'est des cassettes anciennes. Voilà. C'est des cassettes, suivez-moi, c'est des cassettes dont le tribunal détient. Le tribunal détient ces cassettes, mais c'est des cassettes qui ne sont même pas utilisables pour le moment. Donc le tribunal est en train de demander afin de reconvertir ces cassettes pour qu'elles puissent être utilisables. Si c'est fini aujourd'hui, peut-être que ça viendra, vous les aurez. Hein? Pas seulement vous, toutes les parties, même le ministère public n'a pas ces cassettes. Tout le monde aura en ce moment. S'il vous plaît. On va évoluer. On va évoluer, maître, s'il vous plaît. Monsieur le Président, encore une fois... On va évoluer, s'il vous plaît. Parole d'un accusé. Maître, vous voulez les cassettes, non? Tu vas tout à l'heure parler alors qu'il ne connaît pas... Non, est-ce que ce sont les cassettes que vous voulez? Mais je ne connais pas le contenu de ces cassettes. Maître, le tribunal même ne connaît pas le contenu des cassettes. Mais je vous ai expliqué. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne compliquez pas ce qui est simple. Je ne complique pas, Monsieur le Président. Je ne complique vraiment pas. On va évoluer, hein? Parce que je ne fais que rappeler, je l'avais dit la dernière fois. On va évoluer, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Dans l'intérêt de la défense, cette question nous intéresse tous. Vous n'avez pas la parole. Hein? Le tribunal continue. Hein? Dans ce cas, nous sollicitons une suspension. Monsieur le Président. Cette question nous intéresse tous. Vous aurez les cassettes. Je dis tout le monde aura les cassettes. Pas seulement les cassettes. Voilà. Pas seulement les cassettes, il y a les rapports, voilà. Il y a les brochures, il y a des documents. Quelle brochure? C'est dans la transmission. Oui, quelle brochure vous n'avez pas? Rapport, commission d'enquête nationale. Ça, c'est versé au dossier, c'est même sur la clé? Non, nous ne l'avons pas. Rapport, commission d'enquête internationale. Vous n'avez pas reçu la clé? Pas du tout. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes venu chercher la clé? Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes venu demander... Non, Monsieur le Président, ça c'est trop facile. Ne nous renvoyez pas toujours là-bas. S'il vous plaît, hein. Il faut qu'on se comprenne. Hein. On se comprendra. Vous savez, pour tout le monde. On se comprendra, mais ce procès ne peut pas démarrer. Suivez, s'il vous plaît, maître. Ça ne sert à rien hein, si on ne se comprend pas. Il faut qu'on se comprenne. Donc suivez-moi alors, si vous voulez comprendre. Monsieur le Président. Vous me suivez alors? Oui. Cette audience est gouvernée par les règles qui sont contenues dans le Code de procédure pénale et la loi sur l'organisation judiciaire. Ce n'est pas de nouvelles règles qui ont été créées pour gouverner ce procès. Vous savez que dans le Code de procédure pénale, il est clair, quand vous avez besoin d'une pièce, vous vous adressez au tribunal. Et si le tribunal refuse de mettre la pièce à votre disposition, là maintenant, vous pouvez créer des incidents. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'est venu voir le tribunal pour une quelconque pièce. Personne. Dites-le, qui est venu voir le tribunal pour une pièce? Ce n'est pas maintenant, là, vous êtes en train de le dire. Ça a été demandé, Monsieur le Président. S'il vous plaît, personne n'est venu demander une pièce au tribunal. Ça a été demandé. S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. Ça a été demandé, Monsieur le Président. Ça a été demandé quand? À la première audience. Non, rien. Vous êtes venu voir le tribunal. S'il vous plaît, les pièces, ce n'est pas ici. Vous êtes venu voir le tribunal pour avoir les pièces. Chacun, peut-être quand c'était avec le parquet, vous avez reçu. S'il vous plaît, maître, laissez-moi parler. Monsieur le Président. Il faut qu'on organise. S'il vous plaît, c'est pas à l'audience, on vient demander les pièces. On peut venir voir le tribunal, même au bureau pour les pièces. On est d'accord, hein? C'est pourquoi je dis c'est pas de nouvelles règles qui gouvernent ce procès. C'est les règles qui sont contenues dans le Code de procédure pénale. Une fois de plus, aucune des parties n'est venue voir le tribunal pour avoir les pièces. Laissez le procureur. Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître. Quand le dossier est devant le tribunal, quand on est en phase de jugement,
quand on est en phase, on se comprend. Hein? Monsieur le Président. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Ne parlons pas pour parler. Il faut qu'on se comprenne. On est en phase de jugement. Le procureur n'a rien à voir. Quand on est en phase de jugement, seul le tribunal est compétent pour vous remettre quoi que ce soit. Et il y a des pièces qui sont considérées comme étant des scellés. Et le scellé, vous savez comment on le fait pour que le scellé vienne à l'audience. Donc, s'il vous plaît, épargnez-nous de ces incidents-là pour qu'on puisse continuer. Si vous avez besoin de pièces, le tribunal n'a jamais refusé de vous donner. Pour les cassettes, je vous ai dit, on est en train de faire de sorte que les cassettes puissent être utilisables à cette phase, même si les cassettes sont là, elles ne peuvent pas être utilisées. Donc, il faut qu'on se comprenne. Ces incidents-là ne servent à rien. Il faut qu'on Monsieur le Président. Deux mots, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Nous vous comprenons, Monsieur le Président. Je pense qu'il nous appartient, puisque ce procès se veut contradictoire par devant vous. Vous êtes un arbitre. Tout ce que nous ressentons, nous devons les ressentir devant vous, les déclarer devant vous, pour que vous puissiez tirer les conséquences de droit. Nous avons alors posé le problème maintenant. Nous vous soumettons ce problème pour que ça soit réglé dans l'intérêt de nos clients, Monsieur le Président. J'en ai fini et je vous remercie. Ça va être réglé. C'est ça. Si vous avez posé un problème, le tribunal a donné une réponse, donné la latitude au tribunal pour pouvoir, vous satisfaire. Mais si vous voulez que ça soit satisfait maintenant, alors que vous venez de demander, ça va être compliqué. Il faut qu'on se comprenne pour qu'on puisse avancer. Monsieur le Président. Je voudrais dire ceci à votre attention. Peut-être ça va nous aider tous. C'est bon. Avec votre permission. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. En l'espèce, je crois que le débat ne doit pas se poser puisque, s'il vous plaît, chers confrères, à chaque déposition d'un accusé, le tribunal est tenu de présenter les pièces à conviction et provoquer les observations de l'accusé ou de son conseil. Nous pensons que lorsque notre client va finir de déposer, on va lui opposer les pièces à conviction sur la base desquelles la poursuite est engagée contre lui. Et en ce moment, nous, de la défense, nous pourrions prendre la parole pour éventuellement contester ou en tout cas faire des observations par rapport aux pièces à conviction. Donc, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je pense qu'on peut évoluer à la suite de la déposition. S'il y a des pièces à conviction, vous présenterez et vous procurerez nos observations. Voilà mon point de vue par rapport à la question. Merci. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, allez-y. Avec la permission du tribunal, très respectueusement, comme on a déjà votre parole de façon solennelle, que nous allons avoir les pièces, je prie les confrères qu'on évolue au fond. En fonction des détails, si la nécessité se présente, on va exiger préalablement, même avant de poser nos questionnaires. Je vous prie très respectueusement qu'on puisse permettre au tribunal d'entendre et d'entamer le fond. Le reste, on verra. Comme on a déjà la promesse du tribunal, les pièces là seront produites et communiquées à la défense, je vous prie qu'on puisse permettre au tribunal de continuer très respectueusement. Ceux qui n'ont pas intervenu, je veux qu'ils interviennent d'abord, parce que vous avez intervenu, vous aurez la parole après. Voilà, allez-y. Oui. Monsieur le Président, ce que vous avez dit tout à l'heure, nous avons compris, mais notre inquiétude c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'on pose des questions par rapport à ces CD et même en parler de plus par rapport au rapport. Parce que nous n'avons pas reçu encore le rapport et ni les CD. Donc nous ne voulons pas que des questions seront posées par rapport au CD. Sinon, ce que vous avez demandé, nous avons vraiment compris et nous avons accepté. Monsieur le Président. La défense n'a pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas une question de défense et autres. Hein. Donc, je peux donner je donne la parole en ce moment à qui je veux. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur le procureur. Maître, le ministre public a la parole maintenant. Calmez-vous. Souffrez de nous écouter. Non. Alors, monsieur le Président, nous allons mettre à l'aise la défense. Au cours de cette procédure, nous ne produirons aucune pièce à conviction qui ne soit débattue et discutée contradictoirement ici. Soyez-en rassurés.
je pense, dans l'intérêt de tout un chacun, pour nous permettre d'avancer dans cette affaire. On n'est même pas arrivé à la phase de production des pièces à conviction, de quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est un débat stérile. Il faut que la défense accepte qu'on aille au fond dans cette affaire, pour que les gens s'expliquent, donnent leur part de vérité. Toute pièce à conviction, tout document qui sera produit devant ce tribunal vous sera communiqué et discuté contradictoirement, soyez-en rassurés. Monsieur le Président, donc ne posez pas de questions sur ces CD. Je vous remercie. Avant la communication. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Hein? Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, nous sommes au fond. Moi, je défends le colonel Pivi, je le rappelle, le lieutenant Marcel, dans cette affaire, et d'autres. Les faits sont graves et les charges sont lourdes. J'ai un soit transmis sous la main, dans lequel le procureur d'instance transmet 8 CD, 36 cassettes, 6 rapports, un rapport de commission d'enquête nationale, rapport de commission d'enquête internationale, 6 brochures, 2 colis de documents divers, en plus d'autres procédures connexes. Moi, personnellement, ce sont nos clients qui sont en prison, c'est nous qui souffrons. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, Monsieur le Président, étant au fond, qu'on mette ces pièces à notre disposition pour qu'on démarre le procès, parce que le procès ne peut pas être scindé en deux. Maître, vous les aurez. Vous n'avez pas la parole. Donc, Maître, on peut raccourcir tout ça pour pouvoir évoluer. Non. Le tribunal vous a dit, on vous a dit, maître, peut-être que vous n'êtes pas venu chercher les pièces, mais vos confrères, beaucoup ont les CD. Vous avez les mêmes CD que nous. Les mêmes CD que nous, c'est ça. S'il vous plaît, je ne parle pas. C'est la clé. Ça, s'il vous plaît, maître Sovodi, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Tous vos confrères ont le même CD que le tribunal. C'est le même CD qui a été donné à tous qui ont eu les pièces du dossier. Donc, à part ça, je vous ai dit, il y a des CD qui sont là. Les CD sont là, on est en train, en ce moment, de faire de telle sorte que ces CD soient utilisables. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ou de mieux? Quoi d'autre? Je vous ai dit, si vous n'êtes jusqu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas venu chercher les pièces du dossier, la loi est claire, hein? Vous pouvez venir faire la copie, hein, du dossier à vos frais. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas de nouvelles règles qui ont été créées pour cette procédure. C'est le code de procédure pénale que nous utilisons tous les jours, qui gouverne ce procès aussi. Donc, et ce code de procédure pénale dit que le tribunal doit mettre à votre disposition une copie. Mais que la copie là, c'est à votre charge même. Mais c'est simple, maître. Ça, c'est vraiment simple. Mais venez que le tribunal refuse de mettre à votre disposition. Mais ce n'est pas au tribunal ici que vous allez faire de ça un incident. Ça n'a pas de sens. Venez voir, non, c'est ce que vous créez. Venez voir le tribunal et que le tribunal refuse de mettre le dossier à votre disposition. En ce moment, vous pouvez venir dire tout ce que vous voulez sur le tribunal. Mais à cette phase, la clé qu'on détient, c'est la même clé que tous vos confrères possèdent en ce moment. C'est ça, c'est ce que nous utilisons. Peut-être que vous n'êtes pas venu, mais il y a vos confrères qui doivent détenir cette clé-là. Donc, s'il vous plaît, pour résumer, s'il vous plaît, maître, pour résumer, en tout cas, si vous voulez comprendre, hein, pour résumer, avançons. Monsieur, s'il vous plaît, quittez la barre, s'il vous plaît. Quittez la barre, quittez la barre. Quittez la barre. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je vous dis ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit que je vous dis, maître. Mais je ne suis pas obligé de vous convaincre. Envoyez un contre-argument, mais à travers une disposition légale. Envoyez une disposition légale qui contredit ce que je suis en train de vous dire. Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, je demande la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Je demande la parole. S'il vous plaît, c'est mon client qui est à la barre. Personne n'a la parole. Hein. C'est mon client qui est à la barre. Personne n'a la parole. C'est le tribunal qui distribue la parole. Hein. Personne n'a la parole. Il faut que vous compreniez, ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de faire. Ça n'a aucun sens. Surtout de ne viser aucune disposition de la loi. Vous parlez
Personne, aucun d'entre vous n'est en train de viser une disposition légale. Monsieur le Président... C'est pourquoi je dis que ça n'a pas de sens. Montrez-moi une disposition légale de tout ce que vous êtes en train de dire. Monsieur le Président. Voilà. Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne le renvoi de la procédure et un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. Qu'on ne vienne pas vous demander, vous, tribunal, de mettre à leur disposition ces pièces à conviction. Les pièces à conviction dont il s'agit doivent être discutées contradictoirement devant vous. Vous l'avez rappelé que ce sont des anciennes cassettes dont l'utilisabilité pose problème à cette phase parce que ça fait un temps. On est en train de les numériser pour permettre à ce que ces cassettes-là soient exploitables par tous. Monsieur le Président, à tout point de vue, en tout cas en nous fondant sur cette disposition, eh bien, toutes les pièces doivent être débattues devant vous parce que vous êtes l'arbitre. Aucune partie à cette phase n'a des pièces à conviction, ni même le ministère public. Donc, Monsieur le Président, que les uns et les autres sachent raison garder pour que nous puissions vraiment continuer le débat. Monsieur le Président. Maître Emmanuel. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que le parquet nous éloigne de l'essentiel parce que l'état des pièces à conviction n'est même pas dressé par l'ordonnance. Moi, je voudrais vous inviter, Monsieur le Président, à faire appliquer les dispositions de l'article 434 du Code de procédure pénale qui dispose que dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou au témoin les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Nous pensons que, comme je l'avais dit, à chaque déposition, le tribunal va présenter nécessairement à nos clients les pièces à conviction pour recevoir nos observations. Donc cette étape n'étant pas encore épuisée, je pense que nous pouvons valablement évoluer dans le cours des débats. Tel est mon point de vue, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Sur le fondement des dispositions de l'article 389 du Code de procédure pénale, il est indiqué que l'accusé et la partie civile ou leur conseil peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes les pièces de la procédure. Sur le fondement de ces dispositions, l'accusé, par l'organe de ses conseils, a adressé un courrier à Monsieur le procureur de la République pour demander la copie du dossier. À la suite de ce courrier, c'est une clé USB qui a été mise à notre disposition, Monsieur le Président. On s'est rendu compte par la suite qu'il y avait des CD et des cassettes. Ces supports-là contiennent quoi en réalité? Nous ne le savons pas. Donc, nous estimons que la communication qui a été faite est une communication incomplète. Si cette communication nous paraît incomplète, vous voulez qu'on ouvre le débat, que des questions lui soient posées, des informations tirées de ces CD, de ces cassettes? C'est ce qui nous paraît difficile dans cette affaire, Monsieur le Président. Nous voulons bien aller au fond, mais moi je ne sais pas ce qui se retrouve dans ces CD ou dans ces cassettes. Est-ce que... moi je ne peux pas être dans le secret de Dieu pour le savoir. Mais vous avez tout dit tout à l'heure que vous avez vu ces cassettes. Non, même pas vu ces cassettes. La dernière fois quand j'en ai parlé, je vous précise que je ne fais que rappeler. À l'audience du 4, on en a parlé ici. Le procureur a indiqué que c'est des scellés. Les scellés accompagnent le dossier. Aujourd'hui, il ne parle pas de scellés, il parle de pièces à conviction. Mais je suis confus. Nous sommes devant un tribunal criminel. C'est bon, hein, maître, c'est bon. Je vous remercie. Je voudrais que ces pièces-là nous soient communiquées, qu'on prenne connaissance de ces documents avant que mon client ne prenne la parole. C'est bon, hein, c'est bon. Vous-même, vous avez dit la base légale. Vous avez lu la base légale. Voilà. Et vous êtes en train de dire que vous avez reçu une clé. Le tribunal vous a dit qu'il a aussi reçu une clé. On a la même clé.
Nous utilisons, s'il vous plaît, vous me laissez parler, hein? Voilà. Je pense qu'on finira par utiliser les dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir avancer. Donc, je vous explique pour que vous puissiez, si vous voulez comprendre. Je vous ai dit, c'est la même clé que nous sommes en train d'utiliser. Je vous ai dit, il y a des CD, il y a des cassettes qui sont versées au dossier. Et ces cassettes-là, on est en train en ce moment de chercher à les rendre utilisables. Je pense que je ne peux pas vous dire mieux. Et au moment opportun, je vous ai dit que toutes les parties, de toute façon, ce qui est sur ces CD-là, ça va être discuté devant toutes les parties, au moment opportun. Mais à cette phase, je ne sais pas, je me demande maintenant ce que vous voulez réellement, après toutes ces explications du tribunal. Je me demande maintenant ce que vous voulez réellement. Je m'en remettrai à la décision du tribunal, mais ce que je veux relever tout simplement, c'est un dossier qui a été informé. Lorsque vous regardez l'inventaire des pièces, j'ai l'inventaire ici, vous l'avez aussi sur clé, lorsque vous regardez l'inventaire, nulle part on ne parle de CD, nulle part on ne parle de cassettes. Ces cassettes sont apparues dans cette procédure. S'il vous plaît, on va évoluer, maître, s'il vous plaît. Le tribunal évolue, hein. Voilà. Je m'en remets à votre sagesse. Personne n'a la parole. On continue. On continue, s'il vous plaît. Monsieur Moussa Kiegboro Kamara, on vous avait notifié la dernière fois ce pourquoi vous comparaissez devant ce tribunal. Est-ce que vous me suivez? Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié la dernière fois. Et vous avez répondu par la négative. Affirmatif. Alors, expliquez au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Les conseils, je rappelle, tout juste un rappel, vous assistez l'accusé, tout juste un rappel, hein, vous l'assistez. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais vous demander de me permettre d'accomplir un devoir. Celui de rendre hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de me garder son souffle jusqu'aujourd'hui, après 13 ans d'accusation. Je voudrais également remercier ma mère, franchement. Remercier parce qu'aujourd'hui, c'est un jour le plus grand de ma vie. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le Président de la République qui a bien voulu que ce procès ait lieu. Je voudrais également et très sincèrement remercier mon épouse, Adja Ourougatou Diallo, pour m'avoir accompagné pendant les 13 ans de difficultés, de pensées, d'accusations fortuites. Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées, des victimes de cet événement malheureux, que la terre de notre chère nation le soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui. Cela est un droit naturel, la vie. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 28 septembre 2008. Comme à l'accoutumée, à 8 heures donc, j'ai pris mon garde-corps, comme vous le savez, mon chauffeur, et comme je logeais à Duxine, je suis allé chez moi, ou je partais chez moi, vers Bambeto. J'ai vu un attroupement
de personnes, mais non hostiles. J'ai continué mon chemin vers Amdalaï également. Le même dispositif était là. Il y avait des policiers qui étaient là, il y avait les gens qui étaient regroupés, mais il n'y avait pas d'affrontement. Et je suis allé chez moi. J'ai voulu prendre le déjeuner, mais chemin faisant déjà, j'ai appelé l'un de mes hommes, qui est le colonel Blaise Goumou. Je lui ai dit, alors je viens à la maison. Mais on me dit déjà par Taliki qu'il y a les attroupements devant Dixine. Alors je vais aller les sensibiliser, je pense qu'ils n'ont pas compris le contenu des communiqués, les différents communiqués qui demandaient un report juste de cette manifestation pacifique, comme il le disait, ou la remettre soit le lendemain ou les jours suivants, pour des questions que vous connaissez. Le 28 septembre est une journée fêtée, fériée, chômée et fériée en République de Guinée, pour des raisons que c'est le jour qui a annoncé, s'il faut dire, notre souveraineté et notre indépendance. Monsieur le Président, c'est ainsi que je suis allé à domicile. Chemin faisant, j'ai trouvé un attroupement vers l'esplanade du stade du 28 septembre. Cet attroupement, vous avez une clé USB que j'ai remise à mes avocats qui vont vous exhiber au moment venu. Et si on peut le passer en ce moment, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Monsieur le Président, comme tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu, je suis descendu de ma voiture. Un chauffeur, un garde de corps, comme j'ai été toujours d'ailleurs. Je descends de ma voiture, les gens m'ont accueilli avec applaudissements. Cet applaudissement m'a permis, cet enthousiasme m'a permis de m'adresser à ce monde qui venait, mais juste devant, il y avait un monde fou derrière que je ne voyais pas trop parce que la file était longue. Je me suis adressé vers les 10 heures à ces gens, dans l'enthousiasme là, dans l'applaudissement. Je les ai dit ceci. Le laisser d'Adi, c'est d'un côté, les leaders de l'autre, mais c'est la République qui gagne quand on est en paix. Et que l'applaudissement qu'ils m'ont réservé est bien compris, mais la solution était que nous soyons tous dans la dynamique de fêter ensemble les mains dans les mains. Je suis resté dans ça, comme vous avez vu, sur les CD, ou certainement sur YouTube. Il y avait un bouhaha. Ceux qui étaient devant me comprenaient, chacun applaudissait. Entre-temps, j'étais avec le chef de quartier de Dixine, qui est cité d'ailleurs comme témoin. Les gens, ceux qui étaient devant, avaient compris, parce que l'applaudissement continuait. Entre-temps, quelqu'un m'a dit que les leaders étaient du côté du stade, du côté de l'université Gamal. Au lieu de continuer à parler avec les gens, la voix ne portait pas, et je n'avais pas de micro non plus. Il était question alors d'aller vers les leaders qui se trouvaient de l'autre côté, aller m'adresser à eux pacifiquement. Je pense que les lieux étaient jonchés de journalistes. Je pense que les preuves aujourd'hui, en termes d'image, sont disponibles. J'ai été rencontrer les leaders. Quand je suis descendu, j'ai vu sur place là-bas, en provenance, selon eux, de chez Feu Jean-Marie Doré, où ils étaient en réunion avec les leaders religieux. Je les ai rencontrés. Alors, dans notre débat, j'ai dit à mon grand frère, comme je l'ai toujours dit dans notre conversation, parce que j'ai eu à discuter avec simplement M. Sidiak Touré. Les autres étaient là simplement comme observateurs, mais tout le monde nous écoutait parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Je lui ai dit, grand frère, je pense que
les communiqués qui ont passé, vous avez tous compris. Il dit oui. Mais je viens d'être saisi que de cause à déjà, Amdalaï, jusqu'à Bameto, et Bameto jusqu'à Amdalaï, jusqu'à maintenant où nous sommes arrêtés, que tout a été complètement saccagé. Les citoyens ont été vandalisés. Il dit c'est extrêmement grave cela lorsqu'on est en train lorsqu'on a à avoir affaire aux gens qui sont appelés à gérer ce pays-là un jour. Le grand frère Sidia m'a répondu que nous sommes dans une république, qu'on peut casser tout aujourd'hui et puis demain on peut reconstruire. J'ai dit mais si on continue à casser de la sorte, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Monsieur le Président, c'est sur ça que nos discussions étaient. Il est demandé s'ils ont écouté les communiqués. Il est demandé si l'appel du président d'Addis à l'époque du CNDD avait tardivement la nuit, si lui, il n'avait pas compris le bien fondé. Il m'a dit que pour le moment, il veut faire une déclaration et il veut s'en aller. De fil à aiguille, comme vous avez écouté, on s'est compris. On s'est compris sur quoi? Il était question de libérer tous ceux qui se sont rendus coupables des casses ce jour et en contrepartie et reporter, parce que moi j'ai insisté, même si c'est demain. Même si c'est demain le 29, au stade de Nongo, parce qu'ici, là, il y a un match qui est en préparation, au stade de Nongo, moi je peux vous accompagner comme il a toujours fait. Alors, je pense qu'on s'était compris, et j'ose croire qu'on s'était vraiment compris. Parce que la conclusion était, nous allons vers nos militants pour aller les expliquer ce que nous avons entendu, nous avons retenu ici, mais en contrepartie, il est question, c'est frère Célou Dalin qui a posé ce problème, là Célou Dalin, en contrepartie, il est question que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. J'ai dit que, je ne sais pas si quelqu'un est arrêté, mais ceux qui étaient déjà avec un pick-up policier ou pick-up policier, qui étaient à côté, j'ai tout de suite, pour les questions de paix, j'ai dit aux policiers, libérez ces gens-là, si c'est ce qui peut amener la paix. Je pense que dans l'ordre d'opposition, certainement, s'ils n'ont pas occupé la partie, je pense qu'ils doivent normalement revenir sur ça. Les gens ont été libérés aussitôt devant eux, une manière de leur rassurer que ce qui est de notre côté, qu'on va vraiment accomplir cette mission pour que la paix vraiment règne, pour que la journée soit une journée vraiment fériée pour tous. Ainsi, c'est là-bas où on s'est quitté. Moi, je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi, et rapidement prendre une douche, je suis à déjeuner. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Ma femme était encore jeune. Et j'ai pris, juste causé avec madame, il dit que, écoutez, la situation sur le terrain n'est pas bien. J'ai pris un engagement, je vais vers CMS. De passage, je suis venu vers la CMS. CMS, je n'ai trouvé personne. Je l'ai dit dans ma déposition. Personne arrêté. Donc, chemin faisant, parce que mon bureau était au camp, juste à la sortie vers l'Imaya. Chemin faisant, j'ai appris qu'un groupe de militaires était venu. Et que ce groupe de militaires a fait irruption dans la zone. La première question que j'ai posée dans le stade, mais donc les leaders sont au stade, et oui, ils sont au stade. Mais on avait déjà compris quelque chose. Ah non, je pense que le public, ils n'ont pas pu convaincre les gens. Ils sont au stade. D'après, toujours, le talqui. Je me suis dit, d'accord. J'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le rôle de soldat? Ou est-ce que, si quelqu'un me dit, tout maille au stade, avec des hommes, est-ce qu'il faut risquer la vie et revenir? J'étais obligé. Je dis bien, j'étais obligé d'accepter de jouer le rôle de soldat. Car la tenue que nous revêtons, nous la portons dans le but de préserver la vie des autres, même si ça doit nous coûter la vie. Donc c'est ainsi, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et comme vous le savez, le CNDD a maintenant, si ce n'est pas pour aller pour les missions difficiles en forêt, moi j'ai toujours un chauffeur, un garde du corps dans ma voiture. Tout le temps de Alpha Condé, les gens peuvent vraiment le témoigner aussi. Je suis venu sur le terrain.
En allant, je suis descendu de la voiture où se trouvaient policiers et gendarmes, dont le directeur Farima lui-même m'a poussé, il ne faut pas rentrer. Connaissant que Touma et moi, on ne se parlait pas, avant cela, et pour cause. Vous savez, un jour, nous sommes en janvier et février 2009, quand le domicile de l'âge Serou Dalin et sa femme ont été l'objet de visites de pillage des billets rouges, moi étant à l'époque chargé du grand banditisme, j'ai ouvert une enquête. Et l'enquête a abouti à quoi? Que c'était des billets rouges du régiment commando. Ce n'est pas suffisant. L'enquête a continué et on a abouti, je pense que le parquet à l'époque de Dixine ne dira pas le contraire. Donc nous avons abouti effectivement aux éléments qui ont effectivement passé à l'action. Et nous avons arrêté 9 bérets rouges parmi les éléments de Touma, parce que c'était celui qui était le commandant, je veux dire bien, du régiment commando. 9 bérets rouges arrêtés, PV fait, et je pense que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Quelqu'un, des gens m'ont conseillé, il faut le libérer, le monsieur il va t'attaquer, il n'a qu'à m'attaquer, parce que la loi c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à Kamsa pour une mission d'identification des bateaux qui servaient de transport de drogue. C'est là-bas on m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas aujourd'hui, je pense que le groupe de Touma veut attaquer notre service. J'ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit, le pourquoi était simple. Ils veulent libérer les 9 libérés qui sont en prison. J'ai dit non, ça c'est impossible. J'ai automatiquement pris ma voiture, je suis rentré ici la nuit. Et le matin, comme le bruit qui m'a été annoncé, je n'ai pas vu d'indice, le matin je suis venu à mon bureau en ville ici. Entre-temps, vers les 11h, ce jour-là, je vais dire, j'ai été appelé de venir, qu'il y a un accrochage entre les hommes de Touma et mes hommes. J'ai pris ma voiture, je suis parti au camp. J'ai trouvé, le capitaine Dadis m'a même appelé pour dire ce que tu as fait pour ne pas que ça tire entre nous ici. Je pense qu'il faut le libérer, on va le reprendre après. J'ai dit non, je ne peux pas le libérer. Pour rien au monde, je ne peux libérer ces gens-là qui ont piégé un leader, c'est un citoyen et qui n'a rien fait. Ça, ils se sont rendus coupables d'un fait répréhensible. Il faut qu'ils aillent répondre devant la loi. Je pense que, naturellement, comme on me dit, je suis têtu. Je pense que ça m'a coûté un peu la quinine parce que Touma n'a pas laissé son offensive et même les hommes ils étaient encore là à leur défensive. Je pense que ça a pris un moment où le capitaine Dadis, pour raison de stabilité, pour ne pas qu'un tir parte de notre affrontement, était venu lui-même. Les photos aussi sont disponibles. Il est venu en tant que président, il a dit, écoutez, il s'est mis entre les deux groupes qui étaient en accrochage, et il les a dit que maintenant, on libère, vous savez que vos hommes n'ont pas bien fait, mais pour question de stabilité, pour ne pas qu'un autre problème surgisse entre nous, je vais les libérer, moi-même je vais ordonner de les libérer, mais ils seront arrêtés après. Et moi là, complètement, j'étais pas à l'aise. Mais il n'est pas procéduré, il ne pouvait suivre que l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés, mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chaîne de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas 2 ans avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité
Mais j'étais choqué. En réalité, Théo est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit. Il m'a dit, ah, dis donc, calme-toi. Je dis, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure. Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général. Il a aménagé l'endroit. 2 jours après, j'étais obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors, voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre, Touma et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient des voitures volées, ils rentraient dans le camp avec, et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens. D'autres citoyens me regardent aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Donc, Monsieur le Président, imagine-toi, quand quelqu'un est dans ce dilemme et qu'on dise que ce sont les mêmes éléments que tu as certainement arrêtés à un moment donné et qui sont dans un stade qui dit quoi, je ne sais pas, et que dans ce stade, il y a des coups de feu, et que toi, en tant que soldat, tu es appelé par un devoir, que tu viens là-bas pour secourir quelqu'un, il faut être quelqu'un vraiment, je pense que, qui est, certainement, ce n'est pas une folie, mais qui est meurtri de patriotisme pour y être. Parce que être soldat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un devoir qu'on doit accomplir. Donc, c'est ainsi que je suis venu sur le terrain. Et quand je suis venu sur le terrain, je pense que la première personne que j'ai vue, après avoir résisté avec Farima qui ne voulait pas que je rentre, je reviens sur la chose, je lui ai dit de me laisser rentrer. Il dit que si tu rentres, ils vont tirer sur toi. J'ai dit d'accord, ils vont qu'à tirer, on va voir. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré en courant, franchement, je pense que nous sommes au XXIe siècle. C'est tellement, il y a des images, c'est tellement, il y a des preuves. Et moi-même, j'en ai. Donc, quand je suis rentré, je pense que Dieu m'a donné la chance de croiser, parce que j'ai vu même avant que je rentre, parce qu'il y a 2 cours. Hein. Quand on dit stade, là, il y a 2 cours. Il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère, et là, il s'est d'Alain. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je pourrais pour rentrer, pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est, et là que je tombe là-dessus, il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victimes une première fois. On a mis ton domicile dans le sac, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas sous contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? C'est-à-dire, à l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madouré qui était en train de tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, attendez-moi. J'ai couru vers Jean Madouré. Mais à quelques mètres de Jean Madouré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué là. Il m'a braqué là. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique? Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué là, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué là. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce que, en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi, que je ne peux pas identifier, parce qu'il faut imaginer, hein, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, c'est-à-dire que tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean-Marie Duré, je l'ai pris. Si vous voyez, ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, de côté là. C'est
parce que Jean-Marie Touré était complètement absent. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore d'aller en accrochage avec les militaires. Et c'est vrai. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable, parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc, et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire pas les reins comme vous le pensez, je parle de la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire, je peux faire 2 heures, 3 heures arrêté, mais après 1 heure tout cela, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse, j'ai pris l'exemple, chose qu'on appelle là, frère d'Alain, on a continué, et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert, parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les 2 éléments. C'est chemin faisant que les Baouri Otola sont ajoutés, on a pris ensemble, nous sommes partis. Ma voiture était déjà venue dans la cour. J'ai dit, il faut faire monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidias sont là, il dit, prenez-les, envoyez-les, enlevez-les ici. Sidia, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté ce que ces leaders ont dit le lendemain, et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat. C'est ainsi que j'ai continué vers l'hôpital. Et puisque, comme Baouri a dit que j'ai conduit le véhicule parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. Et j'étais obligé de laisser ma place pour les autres et prendre le volant. Je suis un excellent chauffeur. Je suis venu à Mouraï Paré. C'est-à-dire, l'idée qui m'est venue directement à Mouraï Paré à l'époque, vous savez que c'était la clinique phare. Nous sommes venus à Mouraï Paré et instantanément, j'ai vu un groupe de bérets rouges. Mais la seule personne que j'ai remarqué, c'était Toumba. C'est bien dit, c'était Toumba. À Mouraï Paré. En réalité, il n'était pas le seul, c'était Brody. Mais j'ai remarqué au moins 2, 3, 4 pick-up, instantanément. Pendant qu'on descendait, le frère Célou Dalin, ou les premiers soins, les gens sont venus avec les brancards. Pendant qu'il était presque sur ce brancard, c'est en ce moment qu'on nous a entourés. Quand on nous a entourés, on a dit que si on continue, si le traitement, si on le fait introduire, ils vont faire péter la clinique. Franchement, je vous dis que je n'ai jamais peur de ma vie, ou dans ma vie. Mais ce jour, le cœur a vibré. Mon cœur a vibré. Je savais que si je tentais à insister, je pouvais en partir. Parce que l'antécédent qui est entre nous m'est venu dans la tête. En même temps, je me suis dit que, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit aux gens, remettez-les dans la voiture. Le Dalin a été descendu. Il a été encore remis dans ma voiture. Et je suis monté sur le pont. Sur le pont, je pense que c'est là-bas où la piste a été brouillée. Moi, je suis parti d'abord en ville, j'ai tourné un côté de côté. Je me suis dit de quelque part, comme l'autre l'a dit, comme Baoui le dit deux fois, je faisais des stratagèmes dans ma tête pour dire où les envoyer, pour les mettre en sécurité. C'est ainsi que je suis venu, j'ai piqué sur le camp Sambouri, qui est vraiment un endroit bien sécurisé. C'est un grand camp. Je suis venu, on est rentré, les docteurs sont venus, les médecins et tout ce qui était en blouse là. Et j'ai dit aux gens, mettez-les urgemment en traitement, en soins préventifs, pour ne pas que quelque chose arrive à ces gens-là. Ils ont été tous installés. Et moi-même, je suis resté un peu longtemps. J'ai demandé aux gens, mais où sont les autres? Quelqu'un m'a dit non. Et les gens les ont envoyés vers, je veux dire ici, vers la gendarmerie. C'était ainsi que vers le soir, je suis remonté, après avoir donné les consignes au camp Sambouri, pour dire que sauf ceux qui sont porteurs de blouse, sinon, aucun autre militaire n'avait le droit de visiter ces leaders. Et c'est en ce moment que je me suis retiré, je suis parti au camp. J'ai trouvé au camp là-bas les totos, j'ai trouvé vraiment un monde maintenant là-bas.
Et j'ai trouvé le capitaine Dadis, président de CND à l'époque, vraiment en chaleur. Il criait, vraiment, il était surchauffé. Et j'ai fait mon compte rendu. Je pense que j'ai dit qu'il a demandé aussitôt. Donc ils sont là-bas, oui. Et personne d'entre eux n'est gravement blessé. Il dit oui, il y a le sang, mais je pense qu'ils sont vraiment, leur vie n'est pas en danger. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé de les accompagner, de ressortir avec le Premier ministre Komara, avec le ministre Koutoubou Sano, qui était le secrétaire général à l'époque de la Ligue religieuse. Et de m'accompagner, il fallait leur demander de bien vouloir se mettre en disposition pour aller à la clinique Pasteur à leurs frais. Je suis ressorti avec le Premier ministre Komara, accompagné par Koutoubou Sano également. Et je suis revenu encore sur le terrain, leur dit de ces ministres Komara, Premier ministre Komara qui les a dit, écoutez, on est venu avec le Kona Tcheboro, il est question de vous envoyer sur l'instruction du président Dadis, à la clinique Pasteur à ses frais. Alors, ils n'ont pas résisté, les gens se sont mis en disposition, nous sommes partis à la clinique Pasteur, on les a déposés, et ceux qui étaient encore au niveau du dispensaire qu'on appelait dans le temps PM3, à la gendarmerie, nous sommes repartis vers eux, avec le Premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano. On les a dit de se mettre en disposition. Et ils sont venus encore. Ils se sont mis en disposition. Ils sont venus. Ils ont été tous admis à la clinique Pasteur. J'y étais. Et c'est moi qui pilotais la mission en fait. Donc, pratiquement, j'ai mis une ceinture qu'on appelle le cordon sécuritaire autour de la clinique Pasteur jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'ai mis alors un cordon sécuritaire autour d'eux. Je pense que jusqu'au matin, il ne s'est rien passé. Il ne s'est vraiment rien passé et les gens ont reçu les soins, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à travers les zones. Monsieur le Président, voilà ce jour-ci, ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, moi, j'ai les films dans ma tête. Et je n'ai eu peur que chaque fois, quand je me couche là, ou à chaque fois, le 26 ou 27 septembre de chaque année, sur les 13 ans, et quand je fais le film dans ma tête, je me dis, c'est bien. C'est bien pour un pays d'accuser un innocent. Lorsque ma déposition a été demandée en 2012, lorsque le cours des juges d'instruction m'a reçu, la première des choses que j'ai posées à ces juges de cours d'instruction, je les ai demandé, est-ce que ceux que vous avez déjà entendus, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Je pense que le pool m'a dit que les leaders ont bien parlé de toi. Aucune femme n'a parlé de toi dans le cadre de viol ou ceci ou cela. Alors, quel est alors le mobile de ma présence? Ils m'ont dit, non, tu viens d'abord de ça. Hein. Comme j'ai signé. Je suis un officier supérieur, je ne peux pas revenir sur ma signature, quel que soit le prix à payer. Heureusement, je les ai posé la question de savoir quel est le mobile de moi, ma présence ici. Bon, la non-assistance à la personne en danger, tout ça là, je pense que on ne pouvait pas me poser la question là ce jour-là. Ils m'ont simplement dit, alors certains vous accusent de ceci, de cela, et je pense que quand vous regardez mes SIR, en aucun moment, j'ai affirmé ce qui est mis sur mon dos. Mais ce qui a été paradoxal, et ce que je ne comprends pas, jusqu'à maintenant, je les ai dit ce jour, si quelqu'un, par méchanceté des Guinéens, parce que le Guinéen est méchant, si quelqu'un parlait de moi, que j'ai commis un acte quelconque, hein, allant dans le sens contraire du droit, il dit, j'aimerais que vous me confrontiez à l'intéressé avant de prendre votre décision. Parce que la loi, c'est la loi. Et j'ai été promis que je serai confronté à tous ou toutes celles qui viendra me porter un préjugé sur mon dos avant de prendre leur décision. Malheureusement, Monsieur le Président,
Quand l'ordonnance de renvoi est apparue en 2017, lorsque j'ai vu à l'intérieur de cette ordonnance, par l'intermédiaire de mon avocat, que j'étais effectivement accusé ou inculpé pour des faits de meurtre, d'assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat et assassinat, enlèvement, détachement arbitraire, séquestration, torture, complicité de coups et blessures volontaires et violence volontaire. Et plus loin, je pense que c'est une question de vie ou de mort. Ce dossier qui nous amène ici, c'est un dossier important. Donc, quand je suis dans ma fouille, permettez-moi, je vous connais déjà, vous avez la patience du python, permettez-moi de fouiller bien pour que vous soyez vraiment bien édifiés, pour éviter les mêmes erreurs que le pôle de juge d'instruction a faites. Continuez, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur le procureur, j'ai été meurtri d'apprendre, dans la même ordonnance, que certains citoyens, par simple affirmation, comme une certaine Oumou Bari, un certain Mamadou Bailo So et sieur Mamadou Bailo Diallo m'auraient accusé qu'à ma présence, que mes hommes auraient tiré sur 2 militants et qui ont perdu la vie à l'esplanade du stade, et que moi-même, je me serais opposé à la récupération de leur corps. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir. Réfléchir sur où nous sommes. Réfléchir, est-ce que c'est possible qu'un Guinéen, malgré tout, peut penser que moi je peux commettre de tels actes. Et plus loin, ce qui est encore choquant et inhumain, une autre allégation, et ça me ronge jusqu'à présent, qu'un certain Mamadou Diallo a confirmé ou affirmé que moi-même je m'aurais rendu coupable de meurtre en tirant sur un militant devant lui sans la moindre preuve, et les pouls d'instruction ont validé cela et l'ont mis dans l'ordonnance de renvoi, une manière d'impacter mon image, ma dignité, ma réputation et mettre à l'eau tout ce que j'ai fait pour ce pays pendant les 14 ans. Monsieur le Président, je pense que cette ordonnance de renvoi, comme si c'était la Fatia, a impacté le colonel Djeboro. Voilà les passages qui méritaient les confrontations. Devant le cours du juge d'instruction, si on voulait vraiment faire un travail sérieux dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, afin d'éviter les erreurs judiciaires, surtout qu'on parle d'état de droit. Alors que je les avais dit, messieurs, faites tout pour que je sois confronté à ces gens-là. Quiconque, une femme, un homme ou tous ceux qui veulent, qui peuvent m'accuser, cherche en sorte que je sois confronté à eux avant de prendre, s'il faut dire, votre ordonnance et de l'envoi. Monsieur le Président, voilà les choses qui me poussent à ne pas regretter ce que j'ai fait pour ce pays. J'ai un ami qui m'a appelé, avant que je ne vienne ici, qui m'a toujours appelé d'ailleurs, et qui me pose la question, pourquoi tu es venu à ce stade? Je l'ai dit tantôt que je suis soldat. Si ça tire encore demain à Madina, j'y serai. Tant que je ne meurs pas, moi je serai toujours devant les faits. Je suis déjà. Peu importe ce qu'on dira de moi, je pense que la justice est là pour clarifier tout ça. Parce que nous sommes dans un monde qui est organisé. Nous sommes dans un état de droit. Ça a été ainsi. Lorsqu'un jour, nous sommes en 2016-2017. Lorsqu'un jour, c'était au temps de Saïd Fofana,
à la maison centrale ici, je sais que vous êtes tous au courant, quand un tir nourri s'est fait entendre ce jour là-bas. J'étais le premier là-bas. J'étais le premier. Aucun officier supérieur de ce pays ne te dira à l'époque qu'il est venu là-bas avant moi. J'ai été interpellé après que j'avais maîtrisé la situation avec le commandant qu'on appelle le commandant des garnisons de Conakry, le major Cissé. Après avoir maîtrisé la situation, après avoir identifié où le coupable, après avoir retiré l'arme, c'est en ce moment que tout le monde est arrivé. Et c'est en ce moment que le journaliste Hamzaba m'a posé la question. Il dit, mon frère, tu es un suicidaire. Je lui ai dit que je suis loin d'être un suicidaire, que je ne joue que le rôle de soldat, que vous avez encore les problèmes de 28 septembre sur la tête. Cela n'a pas fini. Tu viens encore vers un tir que tu ne sais pas qui est en train de tirer. Je lui ai dit, si ça tire encore maintenant demain, j'y serai. Peu importe ce que les gens diront, mais je serai en phase avec ma conscience. Monsieur le Président, ce jour, encore, je pense que c'est un jour qui doit être gravé dans la mémoire des Guinéens. Tout le monde était paniqué. Pendant ce temps, le colonel Teboro courait vers la maison centrale. Et tout ce qui a été fait ce jour, je pense à 80% était sur mes instructions. Donc, et une fois encore, on dit que ça, c'est le travail des soldats. Moi, je suis étonné que je puisse jouer un tel rôle. Et que les gens m'accusent de meurtre, d'assassinat et de complicité de toutes les autres infractions graves qui sont collées à ma personne. Monsieur le Président, je pense que je suis vers pratiquement la fin, mais je vais simplement vous dire que j'ai cru et j'ose croire avoir joué un rôle. J'ai cru et j'ose croire jusqu'à présent avoir joué un rôle de soldat, de républicain, de soldat qui a revêtu la tenue de sauver les citoyens. Monsieur le Président, ce qui me travaille, et que je n'arrive pas à comprendre, et ça me travaille jusqu'à présent, que des Mamadou m'ont accusé plus ou Mbari. Je voudrais, avec votre permission, que ces gens viennent ici à la barre, qu'une confrontation soit faite, que ces gens m'exhibent les preuves ici, pour que, je ne parle même pas de ceci seulement, parce que même les juges d'instruction, je pense qu'ils doivent revoir leur position, parce que ce que j'ai vu écrit dans l'ordonnance de renvoi est un moyen de démotivation de presque tout le monde, même tous les opérationnels. Parce que lorsqu'on agit conformément à la loi, aux règles, conformément à la mission traditionnelle, et que les choses se retournent contre toi, ça n'encourage pas dans un pays. Moi, je pense que les pays comme la France, nous avons vu le cas du petit Gabriel, cet enfant qui s'est vu un jour, s'il faut dire, suspendu dans le vide, au 8e arrondissement, dans un immeuble parisien là-bas, et qui a été sauvé par Mamadou, le Malien de 22 ans. Ce monsieur a été pris comme un héros. Un héros de la République française. Ce monsieur a été décoré. Ce monsieur a eu tous les honneurs qu'un républicain doit avoir. Ce monsieur a été même reçu par le président de la République française. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà un mot, j'ai d'autres problèmes à dire, mais je me dis que je garde pour le moment dans ma réserve pour attendre de vous des questions qui peuvent être posées et les réponses qui peuvent être apportées. Sinon, Monsieur le Président, j'ai voulu juste ne pas occulter un petit passage. Un grand passage pour moi, mais peut-être un petit passage pour un certain Guinéen. C'est
comment je me vois aujourd'hui? Quelle est la qualification que je me donne moi-même? Je suis qui pour le Guinéen? Si je mourais au stade, je serais qui aux yeux de la population guinéenne? Est-ce qu'il y a un criminel? Est-ce qu'il y a un soldat qui a accompli une mission honorable? Une mission patriotique? Une mission de devoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, après le moment que ce jugement a été programmé, j'ai fait un repenti actif sur le passé. J'ai fait une réflexion sur le passé. J'ai dit, c'était la première fois, sinon ça fait au moins 2 ans, le colonel Coplan et moi, on ne s'appelle pas. Quand le jugement a été programmé, je l'ai appelé. Il dit Coplan, il dit oui. Il dit, je suis déçu. Je suis déçu de ce pays. Je suis déçu que nous, après tout ce qu'on a fait, même après qu'on nous a impacté par rapport au 28 septembre, nous avons accompli des missions, qui étaient les missions de devoir. Quand je prends, entre autres, les conflits intercommunautaires que la région forestière a connus. Je l'ai expliqué. Mon ami, si on mourait ce jour là-bas, on serait des gens perdus. Ce sont nos parents qui allaient perdre, nos enfants allaient perdre, nos épouses allaient perdre. Mais nous sommes dans un pays où le devoir bien accompli est toujours mal récompensé. Nous sommes dans un pays où les gens, s'ils veulent t'impacter, ils ne regardent même pas Dieu. Ils ne pensent même pas qu'on va tous mourir un jour, Monsieur le Président. J'ai dit à Coplan, M. Coplan, regardez un peu le jour qu'on est arrivé en 2011 à Galapaï. Il était avec lui. 29 morts, calcinés. On a fait 3 mois pour résoudre ce conflit et faire des pactes de non-agression entre les citoyens de cette localité avant d'y quitter. Si quelqu'un tirait sur nous ce jour-là, on serait reconnu, s'il faut dire, si une enquête internationale était faite, on va nous prendre même pour coupable d'incendie ou de meurtre ou d'assassinat, comme ça s'est fait maintenant là, et nos enfants n'ont jamais eu le temps de regarder en face les autres. En 2012 ou 2013, le cas de conflit qui a généré à partir de coulées et qui a pris en un temps record toute la forêt, où il y a eu 265 morts, 85 disparus. J'y étais aussi avec Coplan pour 8 mois durant, sans voir la famille, sans même songer à venir à Conakry. Je sais que il y a des cadres forestiers qui me regardent, qui diront l'effort qu'on a fourni. Je pense que ce jour, toute la République, nos chefs hiérarchiques, tout le monde était fier de nous. Mais après ça, même une médaille d'1 centimètre, comme ça, nous n'ont pas été au fait. Quand je fais une allusion à la République française, c'est à ce niveau-là. Et j'ai dit à Coplan, si la vie pouvait reprendre, qu'est-ce qu'il allait faire? Et qu'est-ce que moi j'allais faire? En tant que républicain, s'il la pouvait reprendre, même en sortant ici, si demain, lendemain, je ne souhaite pas, si ça tire dans une agglomération, dans un lieu, et je suis à côté, j'ai entendu le tir, j'irai vers le tir. Car moi je suis fait pour ça, j'ai revêtu la tenue pour ça. Cette crise a été résolue. 8 mois, j'y étais. Et tout récemment, j'étais presque seul là-bas parce que Coplan était malade. En 2020, j'étais encore sur le terrain des crises intercommunautaires en forêt. Il y a eu des dizaines de morts. Et à Zérékouré, et à Massanta. J'étais encore là-bas. Les résolutions ont été faites. Les pactes de non-agression ont été signés. Et assortis d'une médaille que le vieux Azali a bien voulu m'offrir. Non, Monsieur le Président, pour dire simplement que je suis à votre entière disposition. Je suis à votre entière disposition. Et puisque je vous crois, et puisque je crois à mon pays, et puisque je sais que le droit c'est la dit, et puisque je sais la seule inquiétude que tout le monde a et que moi je n'en ai pas, c'est pour dire est-ce que ce jugement sera impartial. Mais moi je crois que ce jugement sera impartial. Je crois que c'est un problème historique
je crois que nous sommes devant la face du monde. Et que, à partir d'aujourd'hui, les gens sauront qui a fait quoi. Mais je termine par dire que je suis prêt à toute confrontation avec avec mes accusateurs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne reconnais pas les faits qui m'ont été reprochés, qui ont été fabriqués de toutes pièces et mettre sur ma tête. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question, je dis bien à toute question de votre convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Je vous remercie. Monsieur Moussa Kiegboro Kamara. Président, Monsieur le Président. Au moment des faits, quelle fonction occupiez-vous? Moi, les faits, à quel moment? Au moment des faits. Au moment de ces faits dont vous venez de relater. J'étais secrétaire général, secrétaire d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et quelles étaient vos prérogatives? C'est non seulement, comme vous l'avez dit, comme la dénomination dit, lutter contre la drogue. Éloignez-vous un peu du micro, qu'on puisse comprendre ce que vous dites. C'est votre micro là qui n'est pas aussi bien. Éloignez-vous seulement un peu. Oui. Les faits, je disais bien que mes prérogatives étaient la lutte contre la drogue, le grand banditisme et les services spéciaux. Vous avez fini? Oui. Je n'ai pas compris. Vos prérogatives étaient la lutte contre la drogue. La lutte contre la drogue. Contre la drogue. La lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. En un mot, qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, ça veut dire que j'étais chargé de lutter contre la drogue, de lutter contre les grands bandits et faire les services spéciaux. Ce jour. C'est tout? Ce jour. Oui. Est-ce que vous étiez chargé du maintien d'ordre au stade? Pas de tout. Vous n'y étiez pas chargé. Quels étaient les services qui étaient chargés? Bon, je ne sais pas quels sont les services qui étaient chargés, mais ce que je sache, en cas de maintien d'ordre, les services traditionnels sont connus pour lutter, pour faire le maintien d'ordre. Vous ne savez pas les services qui étaient là? Non, je savais. Chargé du maintien d'ordre, non, vous ne savez pas? Oui, Monsieur le Président, quand vous dites quels étaient les chefs qui étaient chargés, ça sous-entend quelque chose. Vous avez dit que vous ne saviez pas les services qui étaient chargés du maintien d'ordre ce jour. Je ne vous ai pas dit ça, Monsieur le Président. Alors, bien dit. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les services qui étaient chargés du maintien d'ordre au stade ce jour? Je reprends la question. Non. C'est-à-dire, j'ai deux compréhensions par rapport à ce que vous dites. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que vous saviez les services qui étaient chargés? Ça, je dis non. Moi, ma question est claire, hein, Monsieur Kamara. Oui, mais je dis bien sûr qu'en cas de maintien d'ordre... S'il vous plaît, c'est des questions de précision que je suis en train de poser. Vous avez parlé, hein, on vous a suivi. Ouais. Donc, c'est des questions de précision que je pose. Répondez aux questions que je pose, s'il vous plaît. Je repose encore. Oui. Quels étaient les services chargés du maintien d'ordre ce jour au stade du 28 septembre? Les services que j'ai vus de passage, en partant chez moi, c'était la gendarmerie et la police, les CMS, les mobilos et les Est-ce que vos services étaient là ce jour? Vos services? Oui, comme je l'ai dit traditionnellement, mes services, tous les jours que Dieu faisait, pendant que nous étions dans cette phase de lutte contre les grands bandits et autres, et les trafiquants, tous les matins que Dieu faisait, mes services sortaient pour faire les patrouilles nocturnes et diurnes. Est-ce que vos services étaient au stade ce jour pour le maintien d'ordre? Si, comme je l'ai tantôt dit dans ma déposition, j'ai trouvé sur place là-bas 2 pick-up. Au stade? Oui. Au stade, pas au stade, hein, devant l'esplanade du stade. Il faut préciser les choses, c'est important. L'esplanade du stade? Oui, oui. Ça veut dire la rentrée du stade? Non. Est-ce que ça veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire que, comme je l'ai dit, mon intervention, c'était déjà, quand moi je suis venu... Est-ce que l'esplanade veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire la devanture du stade. La devanture du stade. Tout à fait. C'est par là qu'on passe pour rentrer au stade. Tout à fait. Ce jour, Monsieur Kamara, votre présence, vous étiez là pourquoi au stade?
Merci, Monsieur le Président. Je n'étais pas venu au stade. Moi, je dis que je partais chez moi. Moi, je parle du stade. Hein. Vous étiez au stade pourquoi? Au stade, pour venir secourir les choses. Si c'est au stade proprement dit. Je vous parle du stade. Non, monsieur, je vous ai dit, vous étiez au stade pourquoi? Au stade. Au stade, je suis venu au stade d'abord devant l'esplanade. C'était le matin. J'ai discuté avec les manifestants. Ensuite, c'était avec les leaders. Je vous ai bien précisé cela, je pense. Et ensuite, quand je me suis retiré, je vous ai dit que quand par Talki, j'ai appris que ça tirait au stade, malgré notre conversation. Qui vous a appris que ça tirait au stade? Non, pas le Talki. Vous savez, les Talki, c'est des moyens de communication radio. Et vous voyez, lorsque ces moyens-là, un service est doté, chacun a son réseau. Est-ce que vous étiez obligé de venir parce qu'il y avait un service de maintien d'ordre au stade et vous ne faisiez pas partie? Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade Monsieur pour le secourir Président, quelqu'un? Je me dis oui parce que simplement, lorsqu'on parle de maintien d'ordre, on ne parle pas de coup de fusil. Lorsqu'un coup de fusil se retentit dans un stade où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient avec les citoyens, un officier supérieur de mon rang, chargé de grand banditisme à l'époque là. Hein? Si je n'étais pas venu, j'aurais eu aujourd'hui un cas de conscience. Seulement si un leader comme Serou Dalen Diallo mourait ce jour, ce que vous posez comme question là ne serait pas posé. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? Je n'étais pas obligé, mais j'ai été appelé par un devoir. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? C'est ma question. Mais monsieur, j'ai bien répondu à la question. Vous répondez, vous continuez. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ce jour? Je n'étais pas obligé de revenir. Vous n'étiez pas obligé. Est-ce que vous dites que vous n'étiez pas obligé? C'est ce que vous avez dit? Non, je vous ai dit, comme vous le dites, quoi. Comme vous pensez que je n'étais pas obligé de venir. Je ne pense pas. Je vous pose une question. Ouais. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Moi, je ne pense rien. Hein. Je vous pose tout juste une question. S'il vous plaît, vous l'assistez, hein, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est très simple. C'est des questions très simples que je suis en train de poser. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? C'est toute ma question. Si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas revenir. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Non. Qui vous avez vu au stade? À part vous, qui d'autre était là? Oui, mais je pense qu'il faudrait que je sois bien précis par rapport à la question. Je vous ai dit. Vous avez dit que le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Ouais. Oui. À part ces deux corps, vous voulez des questions précises. À part ces deux corps, quel autre corps était au stade? Devant le stade, bien sûr. Il faut tout préciser devant le stade. Moi, je dis au stade. Non, au stade, j'ai vu que des bérets rouges. Vous voyez que je pose des questions précises. Hein? Peut-être au stade, à l'intérieur, j'ai vu que des bérets rouges. Des bérets rouges? Oui, quand je suis arrivé. Au stade? Oui. Ces bérets rouges-là, c'était qui? Les bérets rouges, c'était les gens du régiment commando qui relevaient de Toumba. Personnellement, qui? J'ai vu Toumba, effectivement. Vous avez vu Aboubakar Sidiki, Toumba? Dites les noms. Hein? Aboubakar Sidiki, Diakité, dit Toumba, oui. Avec ces hommes, vous avez dit? Avec ces hommes, et bien sûr. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Merci, Monsieur le Président. À ce niveau, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. J'ai bien dit, même dans ma déposition. Je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. Je suis rentré juste après l'esplanade, le grand portail. Après ce grand portail, il y a un vide qu'on appelle la cour. Et c'est dans l'un sortait maintenant du stade proprement dit. Et le tir, c'était à l'intérieur. Bon, franchement, je ne suis pas rentré. Mais je me disais qu'il faut nécessairement prendre Dalin et les leaders, parce que c'était des gens très sensibles. Où vous avez vu M. Aboubakar Toumba Diakité et ses hommes? Ils étaient où? Pour bien le remarquer. Parce que vous parlez de devanture, vous parlez de stade, parce que moi je parle de stade. Non. Il faut où vous les avez vus? Moi je les ai vus à 2 points. Où? D'abord, dans ce vide-là, parce que beaucoup étaient dans ce vide-là. Le vide-là, c'est où? Le vide-là, c'est entre le grand portail du stade. Après l'esplanade, il y a un grand portail d'abord, qui tombe dans un vide. Ce vide-là, c'est la cour du stade.
Ça, c'est différent du stade proprement dit où il y a la pelouse. Donc, entre ces vides-là, c'est là-bas, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu là-bas. Et ceux qui m'ont frappé là, c'était, vous avez compris, c'était pour moi ces hommes. Parce que quand on m'a dit c'était ces hommes. Oui, Et ça, c'était où? Ça, c'était entre ce vide-là, où j'ai pris Quel vide? Précisez-nous. Mais je vous dis, monsieur le Président, voilà, suivez-moi très bien. Parce qu'on ne va pas répéter la même chose. La rentrée principale du stade, après l'esplanade, juste, ça tombe sur une rentrée qui est le grand portail. Après ce grand portail, il y a un autre portail à l'intérieur. Et dès que vous franchissez cette porte-là de l'intérieur, tout tombe dans le stade proprement dit, qui est la pelouse. Donc, après la porte, là, comme quelqu'un qui sortait du stade maintenant, qui sortait de cette porte-là, ce vide-là, on appelle la cour, c'est là-bas que j'ai vu Touma. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. On peut appeler là-bas la cour du stade. La cour du stade. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est là-bas vous avez vu M. Aboubakar Sidiki Touma et ses hommes. Oui, tout à fait. Ces hommes, tout était derrière. Je voyais, si c'est un moment infernal, comme vous venez de dire que vous avez sauvé M. Selou Dalin, M. Sidia, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'était à quel niveau? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la pelouse du stade? Non, dans la cour du stade. C'était au même endroit, dans la cour du stade. Et je vous ai dit, là-bas, Sidia, c'est quelqu'un qui m'a dit, les Sidia aussi sont là, il dit embarquez-les. Est-ce que c'est là-bas vous les avez pris pour les envoyer à l'hôpital? C'était le même lieu. Pas Sidia, hein? Pas Sidia, j'ai dit bien. J'ai dit embarquez-les, sans même savoir qui m'appelle. Mais comme c'était pour le... J'ai dit embarquez-les, embarquez-les. Parce qu'il m'a dit, mon commandant, il y a les Sidia qui sont là. Il dit, mais embarquez-les dans une voiture, vous partez à l'hôpital. Parce que moi, il n'y avait plus de place chez moi. Hein. C'était rempli déjà. Il y avait Jean-Marie Doré qui était complètement blessé. Il y avait Sidia effectivement qui était blessé. Il y avait l'autre là. Celui qui était complètement blessé. Et Baouri. Mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant. Et moi, j'étais obligé de débarquer le garde de corps et suspendu comme ça la chose. Et moi, j'ai pris la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites par rapport? Monsieur le Président, je vais vous répondre. Et je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tibro, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand tu lui dis que tu vas tirer sur quelqu'un, il te dira que ce n'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc ça, ces témoins-là, je voulais les voir. Mamadou Diallo, Mamadou Bailo Bari Mousso, et Mamadou Saïdou Bari, et Oumou Bari. Ceci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Monsieur Camara, ouais. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés au stade? Pratiquement non. Imagine-toi, je suis parti sur une ligne, je reviens sur cette ligne. Je courais, hein. Je pense que les journalistes devaient être vraiment au XXIe siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés? Je n'ai ni vu. Est-ce que vous avez vu des corps? Pas de tout. Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré? Oui. Vous pouvez nous dire un peu comment ils étaient habillés? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceux-ci-là, c'était des bérets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de béret. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas béret rouge, hein, je vous précise.
parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement maintenant c'est réglé, c'est réglementé, ça vient d'être réglementé. À l'époque, tout militaire pouvait porter béret, le camouflage. L'essentiel, la différence, c'était le béret. Vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui? Les hommes étaient au stade, ce n'était pas un problème d'ordre. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il y avait manifestation, nous, en tant que chargés du grand banditisme à l'époque là, on n'a pas devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes là pour lancer les choses. Ils étaient au stade sur ordre de qui? Qui? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compreniez le schéma avant que je ne vous réponde. Suivez-moi, donne-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Camara? Bon. Ça, c'est simple. Hein. Oui. Voilà. La patrouille relevait de Farima. Mais la patrouille... Ils étaient là sur ordre de M. Farima. Oui, je dis bien, Farima même était là-bas. J'ai dit que la patrouille relevait de M. Farima. Mais l'ordre qui est donné tous les jours, c'est que chaque jour, il y a une patrouille nocturne et il y a une patrouille douine qui sortent tous les jours pour les deux artères. Monsieur Camara, je ne parle pas de tous les jours. Ouais. Ce jour, oui, je dis. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant, parce qu'il y a eu des communiqués à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade? Non. Venez au stade ce jour, pour moi-même c'est annulé, parce que avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation, y compris moi. Qu'il y a une manifestation, mais un communiqué qui a... Je ne comprends pas, aidez-moi à vous comprendre. Moi je parle du stade. Voilà, mesdames et messieurs,